entamer tout de suite la discussion. Et ma première question, je vais peut-être l'adresser à Monsieur Bogilot puisque l'industrie est redevenue sur le devant de la scène depuis mars 2020. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de relocalisation, de réindustrialisation. Mais finalement, est-ce qu'on peut peut-être partir sur un constat ? Quels sont nos freins, nos forces ? Et puis, quelle est la situation particulière de la santé ? Parce qu'elle a été aussi au cœur de nombreux débats. Oui, effectivement, l'actualité, le Covid a remis sur le devant de la scène un secteur industriel qui a été, au fond, parmi les meilleurs en France jusqu'au début des années 2000. Jusqu'en 2004, la France est le premier producteur de médicaments en Europe. Et puis, il y a eu un trou d'air qu'on peut expliquer avec un certain nombre de décisions publiques et puis un virage technologique qui s'est opéré et qui s'est opéré autour des biotechnologies qui a bénéficié en grande partie plutôt au territoire américain et au territoire chinois. Et Alexandra Dublanche, qui a été à Boston pendant un moment, pourra témoigner du dynamisme d'une ville comme Boston pour attirer des investissements dans les biotechnologies. Donc, au fond, au cours des années 2010-2020, si on prend quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais dans les années 90, l'Europe est devant en termes de recherche et développement sur les industries de santé. Et puis, il y a un virage qui s'opère, les Américains passent devant dans les années 2000 et puis prennent une accélération brutale au cours des années 2000 qui les conduisent aujourd'hui à être, en gros, le double en termes d'investissement R&D. Et chez nous, dans notre secteur, mais je pense que c'est vrai ailleurs, c'est directement corrélé à la découverte de médicaments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains découvrent 2 fois plus de médicaments que les Européens, tout simplement parce qu'ils mettent 2 fois plus de moyens en R&D. Ça, c'est le constat. Mais au fond, ce n'est pas par les États-Unis qu'est venu le problème, c'est plutôt venu par les ruptures d'approvisionnement de médicaments plus anciens qui avaient été délocalisés vers la Chine. Et là, c'est une délocalisation industrielle, explicable, lorsque vous tirez les prix dans une économie administrée comme le médicament vers le bas, des acteurs industriels rationnels délocalisent une partie de leur production vers des pays à plus bas coût. Et il y a eu un mouvement brutal. Moi, je suis d'autant plus dans une bonne situation pour en parler parce que Sanofi a fait le choix de garder ses actifs industriels en Europe et de très peu le délocaliser. Sanofi, c'est une 40aine d'usines en Europe, 18 en France. Mais on a vu ce mouvement qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement une dépendance avec énormément d'actifs industriels qui sont offshorisés. Et dans une crise, quand vous voyez comme celle du Covid, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous pouvez avoir des ruptures d'approvisionnement de médicaments et puis vous pouvez avoir des dépendances, ce qui a conduit effectivement tout le débat qu'on connaît depuis quelques mois autour de la souveraineté sanitaire et de la souveraineté sanitaire européenne. Et quand vous faites le lien entre les deux, et je m'arrêterai là, entre la source d'innovation qui est très tirée par l'Amérique du Nord et de plus en plus par la Chine qui investit massivement, et au fond le retard qu'a pris l'Europe en regardant les industries de santé plus comme une dépense qu'une source d'investissement industriel, on se retrouve un peu là aujourd'hui dans un virage où il va falloir, à mon avis, que l'Europe investisse massivement dans ce secteur si elle veut pas se retrouver dans la même situation que les GAFA ou d'autres secteurs, à savoir une vraie dépendance et un retard industriel majeur. Alors, juste en complément, est-ce qu'on peut parler d'un sous-investissement de la part des acteurs publics ou des acteurs privés ? Alors, un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements privés extrêmement massifs dans des géographies qui ont tiré l'innovation vers le haut. Je parlais de Boston tout à l'heure, mais si vous regardez, en fait, la source d'innovation aujourd'hui dans notre secteur tourne autour de différents clusters. Donc vous avez des clusters géographiques, vous avez Boston, vous avez San Francisco, vous avez San Diego, vous avez Cambridge, vous avez Séoul, vous avez Suzhou en Chine, vous avez de plus en plus de clusters qui émergent comme ça. Et la France n'en a pas. Nous n'avons pas de cluster de taille mondiale dans les biotechnologies en France. Alors même, et on pourra en parler, on a tous les atouts pour en avoir. L'Île-de-France, avec le CEA, avec Polytechnique, avec les acteurs de santé comme la PHP, Curie, l'IGR et des acteurs comme Sanofi. Peut-être que culturellement, on n'a pas eu cette dynamique de coopération territoriale qu'il y a pu avoir dans certains clusters, qui fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu de retard, voire beaucoup de retard. Boston, c'est 6 km² autour de Kendall Square, entre Harvard et le MIT, et vous avez environ 70 milliards de dollars de création de valeur. Je ne sais pas si on imagine le pouvoir de création qu'il y a autour de ces écosystèmes-là. Il est urgent, moi je le pousse très, très fortement, que la France, et notamment l'Île-de-France,
devienne un cluster de biotechnologie. Merci. Monsieur Hachambro, est-ce que dans le secteur dans lequel intervient Valeo, vous faites les mêmes constats ou même constats de sous-investissement des acteurs publics, des acteurs privés? Non, pas du tout. Je pense qu'on a la chance en Europe d'avoir 3 des 4 leaders mondiaux dans l'automobile et les 2 leaders, et 3 si on ajoute Audi, dans les voitures premium. Donc on est dans une situation totalement différente. Et je pense qu'il faut distinguer probablement ce qui est l'Europe de ce qui est la France. La France représente 2% du marché mondial, l'Europe 17% du marché mondial, la Chine 25% du marché mondial, les États-Unis à peu près comme l'Europe. Donc les groupes automobiles et les grands équipementiers automobiles français et européens se sont totalement mondialisés. Ils sont très présents en Chine. Il faut savoir qu'en Chine encore aujourd'hui, plus de 55% du marché chinois est tenu par des non-chinois. En Europe, il y a très peu de Chinois, mais il y a tous les grands constructeurs mondiaux, que ce soit les Coréens, les Japonais, les Américains bien sûr. Et donc, on est dans une situation totalement différente. Et les groupes automobiles européens et les grands équipementiers européens ont énormément investi en R&D. Ils sont aujourd'hui, alors on parle souvent de Tesla dans l'électrique, mais aujourd'hui, tous les grands constructeurs et les équipementiers qui sont présents, les Valeo en étant, dans les 2 domaines qui sont les plus importants, que ce soit l'électrification des chaînes de traction ou la voiture de plus en plus autonome ou l'assistance à la conduite, les leaders, ce sont des entreprises européennes et des équipementiers européens. Donc on est dans une situation totalement différente de celle qui est décrite dans la pharmacie. Merci. Et selon vous, est-ce qu'il y a des freins à la réindustrialisation de manière plus générale? Alors je ne sais pas ce que c'est que la réindustrialisation, je suis un peu désolé, je comprends, je vois le mot, mais il y a 2 sujets qui sont différents. Il y a les entreprises d'un côté et la France de l'autre, qui sont 2 sujets qu'on aime bien mélanger, mais qui ne sont pas les mêmes. Les grandes entreprises européennes dans le secteur de l'automobile ont énormément investi et ont énormément cru. Alors, il y a des difficultés aujourd'hui, la présence des semi-conducteurs ou la pénurie de semi-conducteurs en est une probablement, mais je peux y revenir. Mais elles ont investi là où il y a le marché. Si la France représente moins de 2% ou 2% du marché, pour nous, la France, on exporte 75% de notre production française dans différents pays. Mais il faut aller là où il y a les marchés. Et les marchés ne sont pas seulement en France, ni seulement en Europe. Donc il y a une relative adéquation de la présence industrielle des grands groupes automobiles par rapport à leur marché. Et l'économie française est exportatrice aujourd'hui. Donc dire relocaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire en France pour exporter? Non, les coûts en France sont supérieurs aux coûts dans les autres pays. Donc il faut qu'il y ait une base industrielle française. Et moi je crois beaucoup à la nécessité d'une base industrielle française. On est une entreprise française, on a un socle européen. Il faut qu'on soit très présent en France, très présent en Europe. Mais on ne peut pas nous demander d'investir de façon surdimensionnée par rapport au poids de l'industrie française et du marché français, ce qu'on est, nous, historiquement. Mais par contre, il faut qu'on se localise là où il y a les marchés. On est dans un métier différent de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on produit localement. Alors, il y a des flux de voitures au niveau mondial, mais l'industrie est quand même très localisée dans les grandes plaques industrielles, la plaque européenne, la plaque Amérique du Nord, la plaque chinoise ou la plaque japonaise ou coréenne. Et les industriels se sont implantés là où il y a le marché. Alors, un mot sur les semi-conducteurs. On dit toujours qu'il faut relocaliser l'industrie des semi-conducteurs. Moi, je serais évidemment très favorable à ce qu'il y ait une industrie des semi-conducteurs en Europe très présente. Il y a des pénuries, mais qui n'ont rien à voir du tout avec les sujets de localisation d'un endroit ou dans un autre. Il y a des risques géopolitiques, en particulier à Taïwan, puisque la partie TSMC, par exemple, à Taïwan est surdimensionnée par rapport à son marché de Taïwan. Je serais ravi qu'il y ait une industrie des semi-conducteurs qui s'implante en Europe. Il faut savoir que les semi-conducteurs, là c'est vrai, c'était 20% de la production en Europe, c'est descendu à moins de 10%. Donc il y a un sujet de sous-présence des semi-conducteurs en Europe, donc j'espère qu'il y en aura. Et après, il y aura le problème où? Est-ce que ce sera en France ou est-ce que ce sera dans d'autres pays européens?
Alors, juste pour compléter, on parlait bien de réindustrialisation, donc c'est au moins le fait de maintenir une activité industrielle sur le territoire, voire en redévelopper une, c'est-à-dire ça peut être les sujets d'avenir et pas seulement la relocalisation. Et je crois qu'il faut quand même qu'on précise pour les personnes dans la salle qu'on produit des semi-conducteurs en Europe qui ne sont peut-être pas ceux qui répondent aux besoins, mais nous avons quand même une capacité de production insuffisante, mais qui existe. Alors, il faut savoir quand même, parce qu'on a quand même un talent très fort de s'auto-flageller. Il n'y a pas une production de voitures électriques qui se fait sans des composants électroniques qui sont fabriqués par 2 entreprises européennes, l'une qui est Infineon, une entreprise allemande, et l'autre qui est ST Microélectronique. Toujours utile de le préciser. Il faut souligner les points forts, puisque c'est ce qu'on doit aussi valoriser pour rebondir. Je me tourne maintenant vers Monsieur Trush. C'est Mulhouse. D'accord, Trush. Alors, merci de la précision. De votre point de vue, qui est un point de vue peut-être différent de celui des industriels, quels sont les freins, les faiblesses de la France qui expliquent qu'on se retrouve dans cette situation et où on semble à peine prendre conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes? Alors, pas de chance, j'ai passé plus de temps dans l'industrie que du côté public, donc mon point de vue est peut-être un peu mélangé. Je voudrais rebondir sur, moi je suis un peu d'accord sur le réindustrialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais juste vous dire que du point de vue et là on est bien placé à la Banque des Territoires pour le voir, c'est un vrai sujet sur la fracture territoriale et la fracture sociale en France. Je crois qu'on a enfin compris que l'industrie et l'emploi qualifié étaient une source de lien social fort, et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une forme de déliquescence dans les territoires, de perte de sens pour un certain nombre de générations. C'est aussi l'absence sur certains territoires ou la disparition de certaines industries qualifiées. Donc ça, c'est pour poser le problème, je voudrais quand même faire ce rappel. Ensuite, sur le sujet de l'industrialisation ou de la renaissance industrielle, on le sait tous dans cette salle, c'est un sujet de temps long. Décisions malheureuses prises pendant quelques décennies ont abouti au constat qu'on fait aujourd'hui, hein. Quand même la part de l'industrie dans le PIB divisé par 2, c'est juste pas rien du tout. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, vous l'avez rappelé en introduction, c'est le fait que la petite musique de l'industrie résonne à nouveau, et ça je pense qu'il faut s'en féliciter, et notamment les dogmes où l'industrie c'est mal, l'industrie c'est polluant, l'industrie c'est mieux ailleurs, je pense qu'ils ont disparu, et vous avez eu le fait de le rappeler que ça va être un des thèmes majeurs de la présidentielle à mon avis est important, mais là on verra aussi ce qui sera dans les programmes et les actions. Alors je crois qu'évidemment il faut travailler, parce que le cocktail qui fait que ça va réussir, c'est de travailler sur les forces aujourd'hui dans notre pays, et puis de travailler sur les faiblesses. Alors les forces, c'est d'abord des très grandes entreprises, et il y en a 2 qui sont représentées aujourd'hui, et je crois que pareil, arrêtez de les stigmatiser, arrêtez de dire à des groupes comme Total, qui sont, et vous l'avez très bien expliqué, on ne peut pas plus parler d'entreprises françaises pour ce qui est Total, mais qui sont quand même une force pour ce pays, je crois qu'il faut arrêter de les stigmatiser. Ensuite, deuxième force, c'est effectivement un savoir-faire technique et industriel, d'ailleurs que ce lieu existe, que des filières comme l'aéronautique, mais comme évidemment la pharma illustre. Et là encore, il faut savoir les aider. Les aider, c'est la recherche, c'est toutes les politiques publiques, et c'est là où la politique publique doit jouer son rôle. En fait, on a toujours l'impression, quand on regarde la France et quand on regarde d'autres pays, que dans les autres pays, l'initiative vient du privé, et que dans ce pays, l'initiative doit venir du public. Et en fait, non, nous, on est persuadés, donc à la Caisse des dépôts, à la Banque des Territoires, que c'est un mélange des deux, et on le voit bien sur le terrain à travers ce qu'on fait. Donc je pourrais vous dire, par exemple, il y a un programme qui a été lancé, qui s'appelle Territoire d'industrie, qui a été lancé par le gouvernement il y a 2 ans, qui vise à mettre à disposition des industriels le panier de services que peut proposer finalement la puissance publique. Mais en fait, ce truc, il ne marche pas s'il n'y a pas la rencontre entre les élus des territoires et les chefs d'entreprise sur le plan local. Et vous le voyez bien dans les collectivités, et c'est très tiré par les collectivités et les chefs d'entreprise en local. Si je prends l'exemple d'ailleurs de la région Île-de-France, où on a une collaboration très forte avec la région sur la société d'Economix qui porte l'aménagement industriel, qui s'appelle Investissement et Territoire.
on a réussi aussi à travailler sur le sujet de l'immobilier industriel, qui est un sujet clé pour que les entreprises puissent aller de l'avant pour leurs projets. Et là encore, probablement beaucoup d'entre vous dans la salle l'ont vu, si on travaille sur les freins, si on parle des faiblesses, la faiblesse principale, c'est la rigidité et l'absence d'initiative dans certains domaines. La rigidité, c'est effectivement la non-flexibilité du marché du travail, qui est un frein quand on est côté industrie. Premier truc que vous faites avant de créer de l'emploi, c'est de vous dire si j'en crée, qu'est-ce qui se passe ensuite, je ne suis pas flexible. Deuxième point, c'est les rigidités en face de tous les investissements. Je voudrais citer le rapport Kasbarian, qui est hélas pas assez connu, qui est connu des spécialistes, dont j'espère là aussi que pour celles et ceux qui vont rédiger les programmes pour la présidentielle, on va s'inspirer pour faire un certain nombre d'évolutions sur les normes et sur tout ce qui est rigidité autour de la création ou la revitalisation de nouveaux sites en France. C'est un parcours du combattant aujourd'hui quand vous êtes industriel pour aller ouvrir votre site. Et je ne parle pas que de l'éolien ou du solaire, hein. Je parle aussi d'une industrie où en général entre le marché qui ne vous attend pas et le moment où vous pourrez réaliser votre investissement, il y a un écart de temps qui n'est pas compatible. Alors voilà, je crois qu'il faut travailler sur l'ensemble de ces forces et faiblesses. Il y en a une, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle un peu, qui est à la fois une force et une faiblesse, qui est la formation à la française. On a parlé de fuite des talents, de fuite des cerveaux, mais moi je voudrais peut-être aussi parler de ceux qui sont les apprentis, les ouvriers, ceux qui sont sur les chaînes de production et qui ont été complètement oubliés pendant 30 ans et qui aujourd'hui doivent être vraiment au cœur de notre effort. C'est culturel. Quand vous allez en Allemagne, on sort à 14, 15 ans, 16 ans d'un lycée technique et on va sur la chaîne de production apprendre le métier avec tous les dispositifs de soutien qui vont bien. Aujourd'hui, sur les 250 000 emplois non pourvus, il y en a toute une partie qui pourrait être pourvue si tout simplement les compétences étaient là. Et ça veut dire travailler très en amont, avec une vraie vision sur les besoins futurs dans les filières. À la Banque des Territoires, on essaye de soutenir à peu près 70 centres de formation qui visent à pourvoir 15 000 emplois dans les prochaines années. Voilà, c'est ces sujets-là sur lesquels je pense qu'il nous faut collectivement intervenir. Donc je veux juste conclure en disant qu'il y a un optimisme, parce que je crois que la crise a montré quand même, il y a la question de la relocalisation de certaines filières, et je crois que la crise a montré qu'en fait, on est en train de créer tout un tas d'endroits où il y a la chaîne de valeur en fait est quand même assez locale, que ce soit économie circulaire ou soit même pour les entreprises qui in fine vont produire dans des pays à plus bas coût, il y a quand même tout un tas d'endroits de la chaîne de valeur. Ça peut être le contrôle qualité, ça peut être l'ingénierie, ça peut être tout, où finalement on va avoir besoin d'une compétence localisée. Enfin, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, il faut forcément penser à un monde digitalisé. Il y a de formidables opportunités pour l'industrie qui est le 4.0, ou quelle que soit la manière dont on l'appelle, et qui là encore peut être source de création de valeur pour ce pays. Voilà, j'arrête là parce que je pourrais en parler très 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 longtemps. Merci beaucoup. Madame Dublanche, quel est votre point de vue à la fois sur la situation en Île-de-France, qui, il faut le rappeler, quand même une région très industrielle malgré l'image qu'on peut en avoir, les freins que vous avez pu identifier, puis peut-être vos réactions en tant qu'élu sur les positions qu'on vient d'entendre. Oui, alors merci déjà de votre invitation 2 fois en une semaine, c'est pas mal et ça témoigne de l'attachement qu'on porte avec Valérie Pécresse donc à l'industrie dans notre région qui, comme vous l'avez dit, on oublie parfois pour certains que c'est une grande région industrielle, la deuxième de France en nombre d'emplois, et puis la première dans certains secteurs, hein, l'automobile ou l'aéronautique. Et donc il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. Pourquoi on a cet attachement ? Alors, il y a un engouement actuellement qui est lié à la réalisation de dépendance vis-à-vis d'approvisionnement étranger. Mais voilà, nous, ce qu'on a porté, on le porte depuis 2015. Et ce que vient de dire mon voisin, je le partage tout à fait. Il y a une raison aussi tout à fait sociale et de lutte contre les fractures territoriales. On est dans une région qui est à la fois la première région économique d'Europe, mais qui est très fracturée socialement. Or, l'industrie permet d'implanter de l'emploi dans tous les territoires. On ne peut pas être une région où il n'y a que de l'emploi de chercheurs et de cadres supérieurs. Or, on a besoin de ces emplois
dans tous les territoires de la région, et peut-être que certaines difficultés sociales aussi aujourd'hui s'expliquent par la disparition de l'industrie dans certaines zones. Moi, je suis élue d'une ville des Yvelines, de la vallée de la Seine, avec des quartiers aussi compliqués. Et, bon, on ne va pas faire une analyse sociale maintenant, mais il y a plein de choses derrière l'importance de la réindustrialisation d'une région comme l'Île-de-France. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour accompagner cela? Ça va être à la fois, donc ce qu'on voit avec la crise, c'est que évidemment nous on est une région très automobile, très aéronautique, avec un fort poids de la santé. Alors il y a des industries qui vont mieux que d'autres, mais là on constate une baisse de 20% à peu près du chiffre d'affaires de l'industrie dans le global, mais avec de fortes disparités. C'est moins 6 pour l'agroalimentaire et ça va chuter dans le domaine des transports. Donc on a cette situation-là. Et donc nous, on essaye de poursuivre des mouvements qu'on avait déjà engagés avant la crise. Déjà, c'est d'accompagner, j'ai entendu parler de numérisation, de digitalisation. Alors, il y a effectivement la relocalisation qui est là aussi au cœur des débats, mais il n'y a pas que ça. Pour nous, c'est vraiment accompagner notre industrie à se moderniser, à la fois les petites entreprises qui sont celles dont on va se préoccuper, nous, en priorité, mais pas que. Ce qui nous vaut d'ailleurs les attaques de notre opposition. Donc c'est accompagner par exemple via des missions de conseil, la modernisation, la diversification de production de nos PME, de nos ETI. On travaille beaucoup sur les ETI pour aider nos PME à grandir via des accélérateurs, mais en créant après un club ETI par exemple, ça a été un des premiers, le premier en France, pour faire travailler les PME, les ETI ensemble et faire grandir ce tissu-là. On n'hésite pas non plus à aller aider des grands groupes. Par exemple, en ce moment, on se fait beaucoup attaquer, nous, à la région, parce qu'on est en train d'aider Renault-Flin à faire sa transformation sur ce site, qui est pour nous essentiel, de la vallée de la Seine. Donc, c'est se transformer vers la voiture propre, toute la filière du rétrofit. Et donc ça, la région va intervenir financièrement via la SEM qu'on mène avec la Banque des Territoires, pour pouvoir aider des industries comme ça à se transformer et à passer notre échelle. C'est évidemment, on va aussi investir dans de l'avion électrique pour aider des industries entières à faire leur transition écologique. C'est aussi essayer d'avoir un temps d'avance. Donc on va aller beaucoup sur l'innovation. Quand on aide Atos à installer son supercalculateur quantique dans les Yvelines, pareil, on se dit qu'on doit rester leader et que la force d'innovation de l'Île-de-France, elle doit évidemment profiter à tous les secteurs et tous les secteurs industriels. J'entendais aussi parler d'écosystème tout à l'heure. C'est comment on fait travailler ensemble. Nous, on n'est pas que financeurs, on est un peu grand organisateur également. Comment fait-on travailler ensemble des acteurs qui se croisent, mais peut-être ne vont pas travailler ensemble sur le long terme. Donc, on va le faire en créant ce qu'on appelle, nous, les grands lieux d'innovation. On en a un sur le véhicule autonome à l'INAS Montlhéry, on en a sur l'intelligence artificielle. Et c'est aussi accompagner, on est un humble accompagnateur, les grands groupes, par exemple, à bénéficier de l'écosystème d'innovation de start-up de la région Île-de-France. Je vous donne un exemple, je prends un exemple de la santé, parce que c'est le secteur sur lequel on a commencé. On fait ce qu'on appelle des challenges intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec Gustave Roussy, qui est le grand centre européen de lutte contre le cancer, qui nous ont saisi de 2 questions sur la récidive du cancer du sein. Et donc, on a lancé ce challenge pour faire appel à toutes les startups d'Île-de-France pour qu'elles répondent. Alors, Gustave Roussy, par exemple, mettait de la data à disposition, 10 ans de data. Donc, les startups ont mouliné. Et ensuite, il y a eu un vainqueur qui s'appelle Hawkin et qui a répondu à ces 2 questions. Et donc, maintenant, il y a une collaboration. Donc, il y a eu un prix de la région. Ça, c'est pour attirer. Mais après, il y a une collaboration très long terme entre cette start-up maintenant et Gustave Roussy. On est allé la voir avec Valérie Pécresse pendant le Covid. Ils ont travaillé sur la prédictabilité des facteurs d'aggravation du Covid, par exemple, grâce à la data. Et donc, ils sont implantés maintenant dans Gustave Roussy. Donc, on est en train de faire ça avec Curie aussi. Et donc, ça, on estime aussi que c'est notre rôle de mettre en lien, de faire fructifier ces écosystèmes pour maintenir. Et puis, nous, notre frein principal en Île-de-France, c'est quand même le foncier. On est la première région en termes de R&D, de dépenses de R&D d'Europe, de France, 40% de la recherche française, etc. Notre point faible, c'est évidemment le foncier. Donc on a développé effectivement des outils, dont on vient parler, une SEM, donc une société d'économie mixte avec la Banque des Territoires et des partenaires privés,
Et donc là, la région va aller, par exemple, aider on vient d'investir, par exemple, à Nemours, donc c'est l'extrême frange de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne, pour aider, c'était dans la tôlerie industrielle. On va acheter le foncier, pendant quelques années, l'entreprise va en bénéficier, elle nous paye un petit loyer, puis quand elle a refait surface ou quand elle a réussi à, pour le coup, relocaliser, on va se dégager de ce foncier. Donc voilà, c'est le type de choses qu'on essaye de faire en Ile-de-France, avec aussi des mesures qu'on a prises pendant la crise. J'ai entendu parler de masques, maintenant on produit 130 millions de masques par mois en Ile-de-France. Il y a tout cet accompagnement du mouvement, mais plus des mesures d'urgence, mais qu'on continue. Avec quelques beaux exemples, je finirai par là, excusez-moi, de relocalisation quand même. Alors effectivement, le but n'est pas de tout relocaliser, on sait très bien, mais des bouts de chaîne de production. Je prends un exemple, Chris, donc les opticiens qui vont relocaliser grâce à une aide de la région, mais pas que évidemment, une partie de leur production de verre à haute valeur ajoutée depuis l'Asie. Donc on a des beaux exemples comme ça, ou des sauvetages de boîtes emblématiques comme Dunlop-Pilo, grâce à une intervention et un accompagnement, parce qu'on veut vraiment maintenir cette industrie sur le territoire francilien. Merci. Est-ce que vous avez envie de réagir Oui, bien sûr. Il y a une chose qui me surprend, c'est qu'on n'a pas parlé de coûts. Je crois que l'un des handicaps les plus importants d'une localisation en France, c'est l'ensemble des impôts de production et c'est l'ensemble des prélèvements, quels qu'ils soient, puisque c'est 10 points supérieurs à l'Allemagne et l'un des plus élevés au monde. Je crois qu'il est bien d'accompagner, mais l'un des sujets principaux, et on le voit nous, quand il s'agit d'implanter une activité nouvelle, on a le choix en Europe, on a le choix entre nos implantations en France et d'autres endroits. C'est très difficile de justifier une implantation en France en raison de l'ensemble des coûts. Alors, il est impudique d'en parler, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années pour réduire les impôts de production, mais je suis intimement persuadé que rien ne se fera si on ne résout pas ce problème à court et moyen terme. Le deuxième sujet, ce sont les talents. On a d'extraordinaires grandes écoles ou universités en France, mais la grande différence qu'il y a, je suis diplômé d'école des mines, il y a 40 ans, c'était une rivalité entre l'école polytechnique, les mines, les ponts, télécoms, les grandes universités. Maintenant, c'est plus ça du tout. On a des centres de recherche en France, on a 40% de la R&D qu'on dépense en France, mais on en a aussi dans beaucoup de pays du monde. On en a au Caire, on en a en Inde, on en a en Chine. Et en 10 ans, la qualité des ingénieurs qui ont été formés en Chine, en Inde, en Égypte, est exceptionnelle. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui était un avantage compétitif, et qui le reste, la qualité des ingénieurs français, si on y prend garde, et si on continue à... Alors, je trouve que je suis aussi président de l'école des mines, mais à limiter les budgets de ces grandes écoles qui forment à la fois par la R&D et par l'excellence académique, on risque des coûts élevés et un avantage compétitif sur la qualité de la formation et la qualité des ingénieurs qu'on a. Si on a ces deux sujets l'un avec l'autre, ce sera très difficile. Donc il faut résoudre le sujet des coûts. Il faut absolument le résoudre, en particulier les coûts de production. Et il faut continuer, dans les grandes écoles et dans les grandes universités, à former au mieux les cadres dirigeants et les ingénieurs et les chercheurs, en étant ouverts sur ce qui se passe à l'étranger, en étant lucides sur le fait que dans un certain nombre de pays qui étaient dits émergents il y a quelques années, il y a aujourd'hui une qualité de la formation qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Moi, je suis parfaitement aligné avec ce qui vient d'être dit. D'abord sur les impôts de production, c'est une réalité, hein, et des choses ont été faites. On s'est arrêté un peu à la moitié du chemin. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour être au moins compétitif par rapport à nos concurrents directs. Je suis aussi d'accord sur la formation et la qualité de la formation qui existe ailleurs. Si on regarde un petit peu dans un secteur comme le mien, hein, celui de la pharma, on voit des investissements massifs en Inde, en Chine ou aux États-Unis qui nous placent dans une forme de difficulté, alors même qu'on a les ressources. On a aujourd'hui, pour développer un médicament, il faut être extrêmement bon en puissance de calcul, en sciences, en maths, en algorithmes.
On sait qu'on a de très bonnes écoles d'ingénieurs qui sont capables de faire ça, mais ils sont un peu détournés du secteur de la pharma pour aller davantage sur l'automobile, l'aéronautique ou les GAFA. Je pense que si on arrive à les réattirer, et des boîtes comme Hawkin que vous avez décrites permettent éventuellement de rattraper un retard qu'on a là-dessus. Je suis assez aussi d'accord avec vous sur la partie flexibilité du travail. Quand on met un actif industriel, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée n'est pas forcément d'avoir tout d'un côté. Il faut qu'on a un groupe mondial comme Sanofi essaye d'avoir des actifs industriels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de manière assez équilibrée pour ne pas avoir de vulnérabilité. L'idée, c'est d'être. C'est pas un secteur comme l'automobile. Il y a une tolérance sociale extrêmement faible lorsque vous n'avez plus accès à un médicament essentiel. Et on l'a vu dans la crise. Quand vous n'avez pas de curare et que vous ne pouvez pas endormir les patients, vous avez un vrai problème. Et donc ces niveaux de vulnérabilité-là nécessitent pour le coup là une réflexion autour de relocalisation de chaînes de production sur le sol européen pour avoir cet équilibre entre Amérique du Nord, Europe et Asie et demain Afrique aussi. Il y a des investissements qui sont en Afrique qui sont très intéressants. Sur la partie formation, Sanofi, on est présent dans 9 régions. On a donc 18 usines et on le voit qu'on est un acteur important dans le lien social. On travaille avec les écoles, on travaille avec les lycées. Cette année, nous, on prend 1600 alternants. 1600 alternants. C'est quand je suis avec mes camarades qui viennent souvent d'Amérique du Nord dans la pharma, c'est la taille de leur entreprise sur le sol français, 1600 alternants. Donc on prend beaucoup d'alternants et on prend des alternants en développant des initiatives. On l'a fait d'ailleurs avec l'Île-de-France, Place d'Avenir, où on va dans des quartiers difficiles parce qu'on sait que dans le tissu industriel, on peut faire passer un certain nombre de jeunes qui sont plutôt en difficulté dans le tissu industriel. Donc l'équilibre entre les grandes écoles, la très grande science dont on a besoin et la proximité et l'industrie, il faut qu'on arrive à réconcilier les deux. Et il n'y a que l'industrie qui arrivera à le faire. Parce qu'on a cette compétence de R&D nécessaire et cette production sur le sol. Production, c'est encore ce qui nous permet d'attirer le plus de jeunes, parfois qui ont des difficultés en termes de qualification, et de monter et de progresser, y compris au sein de l'entreprise. Bon, je vais faire un peu l'avocat du diable, si vous me permettez, c'est le rôle qui incombe à tout animateur, et dans les 10 minutes qui nous restent en plus. Mais je vous entends parler de fiscalité, on parle beaucoup des impôts de production. Si je ne m'abuse, le coût horaire du travail dans l'industrie française est aujourd'hui plus bas que dans l'industrie allemande. On a aussi un certain nombre de trappes fiscales et de dispositifs fiscaux français qui sont uniques au monde. Je pense au CICE, je pense au CIR, qui viennent quand même corriger à la marge ce qui est un obstacle. Et la deuxième question que j'ai envie de vous poser, si la France c'est 2% du marché mondial, ce qui est une réalité, et il faut qu'on parte de ça, comment est-ce qu'on recrée de la valeur sur notre territoire ? Parce qu'il y a un enjeu de financement de notre modèle social, et ça s'adresse un peu à tout le monde. Je vais revenir sur le CICE. Quand le CICE a été mis en place, et je suis un fervent défenseur du CICE, il y a eu une discussion en disant qu'il faut discuter avec les syndicats sur comment réaffecter le CICE. Mais quand on vous vole votre argent et que vous en redonne une toute petite partie, qu'est-ce que vous en faites? Vous le gardez? Je crois qu'il faut regarder les choses en disant on met l'industrie française en sous-compétitivité par rapport aux industries d'autres pays. Je reprends le sujet, j'imagine que vous parliez du crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, c'est une forme de CICE pour les chercheurs. Mais ça amène le coût de la recherche en France encore supérieur au coût de la recherche en Allemagne. Pourquoi? Parce que les charges sociales en Allemagne sont plafonnées, pas en France. Et donc il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, finalement, on ne fait que voler de l'argent aux entreprises et en leur redonner par des circuits de distribution extraordinairement complexes et probablement très coûteux, une partie de ce qu'on leur a volé. Mais il faut régler ce problème. Il faut régler le problème des impôts de production et il faut régler le problème des charges sociales. Après, pendant cette période intermédiaire, le crédit d'impôt recherche est probablement l'un des meilleurs outils qui existent. Et du reste, on le voit dans les dépôts de brevets. Il se trouve que Valeo est dans le monde le premier déposant de brevets en France, mais l'industrie automobile, l'industrie aéronautique sont parmi les plus grands déposeurs de brevets en France et sont tout à fait compétitifs en termes de dépôt de brevets par rapport à leurs concurrents allemands, qui sont en Europe les plus grands concurrents. Mais on ne fera rien sur le long terme si on ne règle pas ces deux sujets. Donc ça veut dire le sujet de la dépense publique, le sujet en particulier des impôts de production. Et l'autre sujet, je pense qu'on était assez d'accord avec mon voisin de gauche, il y a souvent
une sous-estimation dans les sphères publiques de l'incroyable amélioration de la formation dans tous ces pays qui étaient émergents il y a 10 ans ou 20 ans. Et quand on voit la qualité de nos ingénieurs en Corée, en Chine, nos meilleures usines aujourd'hui, elles sont en Corée et en Chine. C'est là où on a les meilleures performances techniques. Alors que ce sont les mêmes installations qu'on a partout dans le monde. Parce que les gens sont incroyablement bien formés. Quand on imagine qu'on a une usine à fabriquer des logiciels au Caire, ils sont incroyablement bien formés. Donc prenons garde à vraiment, avec toute lucidité nécessaire, sans du reste s'autoflageller. On a d'extraordinaires formations, mais en termes de vitesse, beaucoup d'autres pays sont en train de nous rattraper, et c'est un vrai sujet sur le long terme. Sur ce sujet, je pense que je voudrais revenir sur le rôle modeste qu'on essaye d'avoir à la Banque des Territoires et qui, par extension, je dirais, il y a la puissance publique locale et puis la puissance publique nationale. Sur ce qu'on peut faire en local, je crois que vous l'avez bien décrit aussi, c'est en fait être catalyseur de solutions, c'est-à-dire enlever les épines du pied des industriels là où on peut le faire. Soit la création de centres de formation. En Ile-de-France aussi, on a quelque chose qui marche formidablement bien, c'est tout ce qu'on fait sur les friches industrielles. 300 000 friches en France, on n'en traite même pas 500 par an. Et quand vous êtes un industriel et que vous voyez de toute façon le site il est inutilisable, les coûts de dépollution, c'est un truc rédhibitoire pour commencer à penser à un investissement en France. Voilà, c'est le genre d'épine du pied qu'on essaye de sortir. Ça, c'est le niveau micro. Maintenant, si je reviens au niveau macro, vous en parliez. Je crois que la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les dogmes, c'est-à-dire il faut que de vrais économistes s'invitent au débat dans la présidentielle pour comprendre qu'effectivement le surfinancement du modèle social à la française par les entreprises et par l'industrie a un effet de cercle vicieux qui fait qu'en fait on crée plus de chômeurs, on crée moins d'emplois et derrière on a un modèle social encore plus dur à financer et encore moins égalitaire. Voilà, donc ça c'est plus une touche personnelle que je rajoute pour être complètement d'accord avec vous, mais il y a besoin que ce soit au niveau en politique locale parce qu'on a quand même maintenant des élus territoriaux de plus en plus forts. Donc ces élus, ils portent une parole. Et je crois que certains ou certaines même aspirent à des responsabilités nationales. Voilà, donc je crois qu'il y a besoin de comprendre et après de sortir des dogmes et surtout après de passer à l'action, c'est-à-dire de faire les réformes qui vont bien. On peut saluer ce qui a été fait sur les impôts de production, mais c'est le début d'énormément de choses. Et là encore, ce qui sera difficile, c'est que les bénéfices de cette action, ils seront dans le temps long. Et ils sont moins dans le temps du politique, si on peut le dire comme ça. Mais là encore, il faut garder espoir pour la suite. Une réaction ? Alors, moi, je suis là en tant que vice-présidente de la région et pas représentante de la candidate Valérie Pécresse, mais je sais qu'elle partage tout ce qui vient d'être dit sur les impôts de production. Quand on a ça représente 4,9% du PIB en France, la moyenne européenne est à 2,3% et l'Allemagne c'est 0,7%. On voit qu'il y a un gros sujet. Donc effectivement, il y a des choses qui ont été faites récemment. Il faut aller encore plus loin dans ce sens. Et puis après, sur les talents, je crois que ça sera le sujet de la table ronde suivante, enfin plus tard. Mais moi, je reste. Alors, j'entends ce que vous dites. Je reste un petit peu optimiste parce que nous, on est aussi, par exemple, en compétition avec même d'autres régions françaises quand il y a l'implantation d'industries. Et c'est vraiment quelque chose qu'on met énormément en avant, si je compare France, tout France, pour justement maintenir, malgré nos faiblesses en foncier, pour maintenir ces industries sur le territoire, on fait valoir tous ces talents qui sont quand même encore existants et qui sont encore une grande force française. Mais il ne faut pas être naïf, et effectivement, et toujours essayer d'avoir un temps d'avance par rapport aux pays qui sont peut-être en train de nous devancer. Moi, je rajouterais juste qu'il ne faut aussi pas être trop naïf vis-à-vis d'autres continents, d'autres pays qui sont extrêmement actifs pour attirer justement des actifs industriels. Et que ce soit le Canada aujourd'hui, l'Amérique du Nord, Singapour, la Chine, il y a une vraie bataille où ils ont cette pensée qui est finalement assez simple, de se dire, lorsqu'on investit dans une usine, elle va être là pendant au moins 30 ans. Il y aura des CAPEX qui vont être investis régulièrement pour la mettre à jour. Ça va être un des pivots pour l'écosystème en termes de formation, d'emploi, etc. Et donc, la bataille, elle se fait au moment du choix du lieu de localisation de l'actif.
Et en ce moment, je peux vous dire que moi, dans mon secteur, et encore plus avec le Covid-19, c'est une bataille. C'est une bataille où l'Europe est un petit peu, presque naïve, parce que les autres ils disent, hein, venez chez nous, on investit, on vous fait venir, on vous paye le capex, hein, c'est des ponts d'or qui sont proposés, parce qu'ils se disent très bien, une fois que j'ai le hook, hein, une fois que je vous ai attrapé sur le territoire, ben je sais que vous êtes là pour 30 ans, et en plus, je sais que vous n'allez pas aller en surcapacité de production, donc vous n'allez peut-être pas vous installer ailleurs. Donc en plus, je vous récupère une partie presque de géostratégie derrière ça et de souveraineté. Et ça, il y a un sujet européen là-dessus. Alors, Ursula von der Leyen a dit il n'y a pas très longtemps qu'elle voulait créer une agence pour justement faire attention à ce genre de choses dans mon secteur. Je pense que c'est extrêmement important, parce qu'en ce moment, là, au moment où je vous parle, il y a une vraie bataille. Hein. Alors, ça me permet de faire quand même de la pub pour l'offre France qui existe. Ça, je pense que côté pouvoir public, c'est... Mais on a travaillé ensemble, hein. On a fait le choix l'année dernière de mettre une usine de vaccins ultra moderne à Lyon pour 1,5 milliard en plein milieu d'une crise. Donc 1,5 milliard sur le territoire français, c'est parce que, on croit dans la qualité du territoire français, la qualité de la formation encore. On a un campus là juste à côté avec des jumeaux numériques pour faire de la bioproduction, donc on essaie de se projeter dans demain, donc on croit en ça. Mais là où je dis qu'il faut faire attention, c'est que dans le moment où on se parle là, il y a une vraie compétition. Enfin, je ne vais pas parler des sous-marins. C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas être naïf sur la géopolitique. Mais il y a un manque de proactivité parfois sur lequel il faut faire attention. Là où je voulais faire un peu de publicité sur l'offre France, et notamment, et on porte ça à la Banque des Territoires, c'est sur la capacité à financer l'immobilier industriel quand vous-même ou vos sous-traitants veulent mettre un outil en France. On a eu un assez beau succès récemment. Alors, il faut se méfier du contrat qui est signé et puis ensuite de la réalisation. Hein. On vient de le voir. Cette semaine, il peut se passer quelque chose. Pour l'usine que va faire un des sous-traitants de Renault, qui est Envision, pour les batteries pour véhicules électriques à Douai, ben en fait, toute la partie CAPEX immobilier, elle est portée par de l'action publique, à commencer par celle de la Banque des Territoires. En ce moment, il y a des grandes discussions avec un fabricant de semi-conducteurs pour une gigafactory en Europe. Mais là, vous avez raison, c'est la faiblesse du modèle européen. On se tire la bourre entre pays européens. France, Allemagne, Italie, on est en concurrence pour avoir cette usine. Et alors, un modèle à la Airbus où vous pouvez segmenter, ça marche dans certaines industries, mais dans d'autres, vous êtes obligé de faire un choix binaire, un pays et pas les autres. Ceci dit, il y a une vraie, je pense, conscience, il y a des vrais atouts, mais il y a aussi une question de faire connaître les outils. Moi, je me suis aperçu de ça avec le programme Territoire d'industrie. C'était finalement beaucoup entre guillemets, un recyclage d'outils existants, mais il y avait beaucoup une histoire de le faire connaître dans les territoires auprès des chefs d'entreprise. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une des réussites actuelles. Mais on est d'accord sur les problèmes structurels, notamment de compétitivité. Complètement d'accord. Eh bien, cette page de pub signera à la fin de cette table ronde.